Si vous aviez la chance de voyager en première ou en deuxième classe, voyagez à bord du Titanic relevé du grand luxe. La première classe bénéficiait de repas raffinés, de bains luxueux et d'installations de loisirs exceptionnelles. Avant qu'un iceberg ne mette tragiquement fin à son voyage, le Titanic représentait le summum d'une croisière de luxe, même si les pratiques d'hygiène et les ressources dépendaient de la classe. Aujourd'hui, nous explorons l'hygiène à bord du paquebot le plus célèbre du monde, le RMS Titanic. Nettoyons tout ça avant que ce navire ne sombre. En première et en deuxième classe, les passagers du Titanic avaient accès à des espaces publics et privés dotés de nombreux équipements. Il y avait une salle de sport, une immense piscine et un grand cours de squash. Mais l'un des équipements les plus raffinés était le bain turc victorien. Bien que son utilisation nécessitait un supplément, il restait populaire en tant que salon de massage hors de prix pour les riches. Le bain turc comportait des salles de massage, un hammam et un bain électrique. Ressemblant à un poumon d'acier par sa taille et son apparence, le bain électrique était en réalité une version précoce du lit de bronzage moderne, conçu pour garder le corps au chaud. C'était une destination très prisée, c'est le moins qu'on puisse dire. L'accès au bain était séparé pour hommes et femmes. 3 assistants et 2 assistantes étaient présents pendant les heures d'ouverture. Lorsque le navire a coulé le 15 avril 1912, les 3 assistants masculins, John Borswick Crosby, Walter Ennis et Leonard Taylor, n'ont pas survécu. Mais les 2 femmes, Anne Karen et Maud Slocum, ont survécu pour raconter leur histoire. Alors que le bain turc était un service populaire, les bains ordinaires étaient un peu plus rares. S'asseoir dans la baignoire peut être amusant, mais la plupart des passagers du Titanic n'avaient pas ce luxe particulier. Seules quelques cabines du navire disposaient d'une baignoire en porcelaine privée. Vous pouviez profiter d'un bain relaxant et revigorant à condition d'avoir assez d'argent et de statut. Le capitaine Edward Smith profitait de sa propre baignoire dans le confort de sa cabine personnelle. Il en était de même pour de nombreux passagers de première classe, occupant les suites avec plusieurs chambres du pont B. J. Bruce Ismay, président de la White Star Line, occupait l'une de ces luxueuses suites, ce qui était bien connu. La suite la plus chère a été attribuée à Charlotte Cardenza, qui avait pris 14 malles et 3 caisses pour la croisière transatlantique. Pour ceux sans accès aux baignoires luxueuses, les bains publics faisaient partie du voyage. Que faire lorsque votre immense paquebot ne propose pas de salle de bain privée pour tout le monde ? On propose des bains publics, et c'est exactement ce que le Titanic a fait. Chaque pont avait une salle de bain commune, mais les passagers devaient prendre rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il fallait s'adresser au steward de cabine, qui chargeait ensuite, celui des bains, de préparer un bain relaxant. Bien sûr, la disponibilité des baignoires diminuait selon la classe des passagers. Sans surprise pour personne, la 3e classe subissait le plus ces pénuries de baignoires. Adieu les bains luxueux. Avez-vous remarqué que 709 des plus de 1300 passagers du voyage inaugural étaient en 3e classe ? Chacun devait partager l'une des 2 baignoires pour la toilette. L'une était réservée aux hommes, l'autre aux femmes. Heureusement, les préposés nettoyaient et désinfectaient les installations entre chaque utilisation. Concernant les installations, souvent, il est difficile de trouver des toilettes publiques propres. Mais si une envie pressante se faisait sentir pendant votre croisière de luxe sur le Titanic, vous aviez de la chance. Le navire disposait de nombreuses toilettes, équipées de cabines, de cuvettes et de lavabos, mais seulement si vous voyagiez en première classe. Les cabines de première classe avaient le meilleur savon et les articles de toilette les plus raffinés que l'on puisse trouver sur un grand bateau au milieu de l'océan. Les toilettes luxueuses étaient approvisionnées en savon de toilette Vinolia haut de gamme. Le savon de toilette Vinolia était commercialisé sous le nom de Vinolia Auto et mettait particulièrement en avant son statut de savon choisi par le Titanic. Il affichait aussi des slogans vantant sa perfection pour les peaux sensibles et les teints délicats, ainsi qu'un niveau supérieur de luxe et de confort pour la toilette en mer. Ce n'est pas aussi marquant que vous n'êtes pas vraiment propre tant que vous n'êtes pas propre avec zeste, mais ça ira. La première classe avait des savons de luxe, tandis que les toilettes des passagers de 3e classe étaient différentes. Un cabinet de toilette et un lavabo étaient courants dans une cabine du Titanic, mais les toilettes automatiques l'étaient beaucoup moins. Fait surprenant, les cabines de première et 2e classe n'avaient pas de toilettes à chasse automatique. Il fallait les tirer manuellement
comme chez soi. La troisième classe, cependant, avait des toilettes automatiques, mais ce n'était pas pour une raison altruiste. Le Titanic les a installés pour l'entrepont, craignant que les passagers ignorent l'usage des toilettes. Comme ils utilisaient principalement des latrines et des pots de chambre auparavant, ils n'auraient peut-être pas compris qu'il fallait tirer la chasse d'eau après utilisation. Mais la vraie question, l'eau tournait-elle dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Nous ne le saurons peut-être jamais. La troisième classe comptait une instructrice de toilette, la matrone Catherine Wallace, qui les aidait à utiliser les installations et a péri avec le navire cette nuit-là. D'habitude, l'embarquement sur un navire est simple, mais sur le Titanic, les passagers de troisième classe subissaient une inspection médicale avant de monter. L'objectif était d'éviter la propagation de poux, maladies ou infections parmi les passagers du navire. Une maladie oculaire infectieuse, le trachome, était également une préoccupation majeure. Mais les inspections sanitaires ne concernaient pas tout le monde. La première et la deuxième classe étaient exemptées des contrôles médicaux. Ils devaient seulement s'arrêter au bureau du commissaire de bord pour faire vérifier leurs billets avant d'embarquer. Hommes, femmes et enfants avec billets de troisième classe étaient accueillis par des médecins à l'extérieur du navire, examinés individuellement et n'embarquaient qu'en bonne santé. S'ils étaient propres et en bonne santé, ils recevaient une carte d'inspection leur permettant d'embarquer sur le navire. Le Titanic disposait d'une équipe médicale compétente et dévouée, avec un hôpital et des médicaments accessibles à tous les passagers du navire. En parlant de cet hôpital, les règles britanniques de l'époque imposaient au Titanic d'avoir un stock minimum de fournitures médicales avant le départ. Mais à quoi ressemblait l'armoire à pharmacie du navire? Il y avait du bicarbonate de soude pour l'indigestion et les brûlures d'estomac. L'huile de ricin et les sels d'Epsom servaient contre la constipation. Ils avaient aussi beaucoup de digitaline pour le cœur et de l'aspirine. Mais le navire transportait aussi du laudanum, utilisé comme somnifère, du chloroforme pour soulager les flatulences, et le traitement préféré de tous contre les hémorroïdes, le soufre. Sur le pont D, l'hôpital, bien éloigné des cabines, restait accessible aux passagers et à l'équipage. Il était très moderne pour l'époque. 4 salles comportaient chacune 3 lits et un personnel médical qualifié était toujours présent. L'hôpital avait aussi une zone pour maladies infectieuses, dotée d'une ventilation évitant la propagation des germes. C'était en avance sur son temps, mais les passagers de première classe voulaient toujours leur propre personnel. Le Titanic comptait des stewards et hôtesses pour les passagers, mais cela ne suffisait pas toujours aux voyageurs de première et deuxième classe. Ils emmenaient souvent leurs propres secrétaires et domestiques avec eux pour le voyage. Au lieu de compter sur le personnel du navire pour les habiller et les toiletter, ils faisaient confiance à leurs domestiques personnels. Leur statut les plaçait aussi au-dessus de l'équipage du Titanic. Chacun recevait un rang de serviettes plaqué argent gravé domestique. Certains sont morts lors du naufrage, d'autres ont rejoint les canaux de sauvetage avec leurs employeurs pendant que le navire sombrait dans les eaux glacées de l'Atlantique. Les domestiques n'étaient pas les seuls passagers supplémentaires en première classe. Plusieurs riches avaient aussi emmené leurs meilleurs amis. Parmi les nombreux luxes offerts aux passagers de première classe du Titanic, emmener des animaux de compagnie était sans doute le plus surprenant. Le navire disposait d'un chenil de luxe sur le pont F, géré par John Hutchinson et un groupe de stewards. Il y avait au moins 12 chiens à bord. Les petits chiens pouvaient courir librement dans les cabines de leurs maîtres, mais les grands nécessitaient une sortie quotidienne. Les stewards les promenaient chaque jour sur le pont arrière et ramassaient leurs déjections. Les chiens n'étaient pas les seuls passagers du règne animal. Plusieurs coqs et poules appartenant à Ella Holmes-White étaient perchés sur le Titanic. White importait les volailles aux États-Unis depuis la France. Elle a survécu au naufrage et a témoigné que le navire s'était brisé en deux. Un chat nommé Jenny était l'animal de compagnie le plus adorable à bord, autant qu'un chat puisse l'être. Jenny, la chatte du navire, a eu des chatons avant le départ du Titanic de Southampton. Elle et ses petits vivaient dans un coin de la cuisine, pris en charge par l'équipage. Beaucoup d'animaux de compagnie n'ont pas survécu à la catastrophe, mais 3 chiens ont survécu. Lady, une poméranienne de Mademoiselle Margaret E, a pu monter dans le canot de sauvetage avec sa maîtresse. Margaret E l'a enveloppé dans une couverture en embarquant. Un autre poméranien appartenant à Elizabeth Jane Rothschild a été emmené à bord d'un canot de sauvetage d'une manière très similaire. Un Pékinois nommé Sun Yat-sen a également survécu à la catastrophe. Elle appartenait au célèbre éditeur Henry S. Harper, le directeur de Harper & Brothers. Aujourd'hui, beaucoup connaissent la société sous un nom totalement différent, HarperCollins.
Cette nuit-là, il a embarqué son chien sur le canot de sauvetage, sans réelle opposition, car il restait beaucoup de place. Selon l'historien J. Joseph Edgett, Harper aurait fait remarquer qu'il semblait y avoir beaucoup de place et que personne ne s'y opposait. L'un des effets secondaires d'avoir des couverts et des ustensiles de cuisine sophistiqués, c'est la quantité folle de soins qu'ils nécessitaient. L'argenterie était raffinée, le plaquage d'argent décoré rond de serviettes, assiettes et bols, et les ustensiles de cuisine étaient doublés de feuilles d'or. Le Titanic employait toute une équipe de stewards pour servir de commis et de plongeurs. Ils avaient des assistants qui lavaient les assiettes et les verres. Même leurs assistants avaient des aides pour le nettoyage. Le navire servait aussi des repas dans de la vaisselle moins raffinée, en 3e classe. C'était rare à l'époque, car la plupart des paquebots demandaient aux passagers de l'entrepont d'importer leur nourriture. Il y avait aussi beaucoup de linge à laver. Les passagers de 3e classe et l'équipage lavaient eux-mêmes leurs vêtements dans des cuves en fer, tandis que ceux de 1re et 2e classe payaient ce service. Il n'y avait pas de service de blanchisserie à grande échelle à bord du navire. C'était un travail spécialisé, assuré par des stewards comme Thomas Baxter, Sidney Holloway et Ernest Olive. En plus de la blanchisserie, ils approvisionnaient les armoires à linge et changeaient chaque jour la literie de 1re classe. Les draps et serviettes sales étaient nettoyés à la vapeur, puis mis en sac pour être lavés à l'arrivée du navire. C'était la pratique courante à l'époque, afin de maintenir la propreté pour un grand nombre de passagers à bord. Nous connaissons tous l'histoire du Titanic vouée au naufrage, et nous avons tous vu des images de l'épave du Titanic dans le célèbre film Titanic. Mais saviez-vous que le lieu de repos final du Titanic était un mystère ? Et que, jusqu'à récemment, la course pour retrouver l'épave relevait d'une véritable chasse au trésor du XXe siècle. Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir sur la façon dont le Titanic a été découvert lors d'une mission secrète pendant la guerre froide. D'accord, dernière vérification, pas d'iceberg ? Allons-y. Non, il y en a un juste là. Le RMS Titanic était le plus grand paquebot en service lorsqu'il a sombré sous les vagues dans les premières heures du 15 avril 1912, après être entré en collision avec un iceberg de l'Atlantique Nord. Finalement, le puissant navire s'est brisé en deux et a coulé à une profondeur d'environ 12 500 pieds. Alors que l'avant du navire, ou la proue si vous êtes un pirate, est encore reconnaissable, l'arrière, ou la poupe, a été complètement démolie. La zone est également entourée d'un vaste champ de débris contenant des centaines de milliers d'objets qui sont tombés du navire lorsqu'il a coulé. Et à un moment donné, beaucoup de restes humains. Bien que le temps et les habitants des profondeurs aient fait disparaître l'essentiel de ces traces. Malgré la taille imposante de l'épave, localiser son emplacement exact sur le fond marin a été une tâche extrêmement difficile. Les détails sur la localisation du navire étaient indisponibles juste après la catastrophe. Le Titanic a transmis sa dernière position environ 4 heures avant de couler. Au moment du naufrage, l'équipage a bien lancé un appel de détresse, mais ils ont donné au sauveteur une position imprécise, un peu comme une demande Uber faite en étant ivre. Quel Outback Steakhouse ? Ashley avec 2 H. Les courants océaniques ont compliqué la situation du Titanic. Les débris légers pouvaient être emportés et dispersés sur une grande zone. Cela rendait probable les fausses alertes et élargissait fortement la zone de recherche. De plus, la technologie de plongée du début du XXe siècle n'était pas à la hauteur pour atteindre cette partie du fond marin où la pression atteignait 6000 livres par pouce carré. Si cela n'est que quelques répétitions pour Aquaman, roi de l'Atlantide, cela écrase plutôt les humains. Donc, même si les familles des victimes les plus riches du Titanic, y compris les Guggenheim, les Astor et les Widner, ont manifesté un vif intérêt pour localiser et récupérer le navire, le projet a été jugé trop peu réaliste. Car il l'était. Une autre proposition envisageait même de larguer de la dynamite dans l'océan dans l'espoir que les explosions délogeraient les corps et les feraient remonter à la surface. Ce qui ressemble un peu à une idée proposée par un enfant milliardaire. Sans surprise, cela n'a jamais été réellement tenté. Dans les années 1960, un ouvrier du textile anglais, Douglas Woolley, a suggéré d'utiliser un submersible pour retrouver le Titanic et attacher des ballons gonflables en nylon à la coque afin de le remonter à la surface. Douglas Woolley rêvait d'amener le Titanic à Liverpool, en Angleterre, et d'en faire un musée flottant, allant même jusqu'à fonder la Titanic Salvage Company pour gérer le projet. Finalement, Douglas Woolley a été contraint d'abandonner l'idée car il n'a pas réussi à comprendre comment il pourrait gonfler les ballons en nylon sur le fond marin avec une telle pression qui s'exerçait sur eux. D'après certaines estimations, il faudrait 10 ans pour produire assez de gaz pour gonfler tous les ballons.
Pour nous, cela ressemblait à un plan sorti de Night for You dès le départ. Dans les années 1970, la société Walt Disney et National Geographic ont également envisagé une expédition potentielle pour localiser le Titanic, en utilisant le submersible en aluminium Illumino, mais les plans coûteux ont été abandonnés. Dans le roman de l'auteur Clive Cussler de 1976, Raise de Titanic, le futur personnage de McConaughey, Dirk Pitt, répare les trous dans la coque du Titanic sous l'eau, puis remplit l'épave d'air comprimé et la fait remonter à la surface, comme un sous-marin. Nous savons aujourd'hui que c'était impossible, car le Titanic s'est brisé en plusieurs morceaux. Mais on ne peut reprocher cela à Cussler, qui a nommé son héros Dirk Pitt. C'est à cette époque que l'océanographe Robert Ballard s'est d'abord intéressé au Titanic. Dans les années 70, Ballard s'est fait connaître comme géologue marin, cartographiant le golfe du Maine et explorant la dorsale médio-atlantique avec son submersible Alvin. Simon et Théodore ont tragiquement disparu en mer. En 1977, Ballard et Alvin ont repéré pour la première fois des sources hydrothermales en haute mer à l'est des îles Galapagos, ainsi que des communautés biologiques environnantes formées par chimiosynthèse. À ce moment-là, une ampoule bioluminescente s'est allumée au-dessus de la tête de Ballard, et il a compris qu'il pouvait utiliser les mêmes techniques pour localiser le Titanic. Ballard a finalement trouvé un partenaire peu conventionnel pour son projet Titanic, la marine américaine. L'armée ne s'intéressait pas vraiment au Titanic, mais voyait dans la technologie de Ballard un moyen de récupérer des sous-marins perdus. Deux sous-marins à propulsion nucléaire, l'USS Scorpion et l'USS Treasure, ont sombré dans l'Atlantique Nord dans les années 1960. Les deux engins disposaient de technologies avancées et de systèmes d'armes embarqués. Mais dans les années 1980, l'armée s'inquiétait surtout des matières radioactives et de leur impact environnemental potentiel. Ils espéraient aussi découvrir ce qui avait causé le naufrage des deux sous-marins et si c'était ou non l'œuvre des Ruskov. Ils refusaient de rendre publique la recherche des deux sous-marins nucléaires perdus, surtout en pleine guerre froide. Et l'expédition proposée par Ballard pour rechercher l'épave du Titanic, qu'il avait présentée à la marine en 1982, s'est avérée être une couverture idéale. L'opération a été gardée top secrète, et Ballard a même été placé en service actif en tant qu'officier de la marine pendant toute la durée de la mission. On peut imaginer qu'il aurait adoré s'en vanter auprès de ses amis. Désolé, Ballard ne peut pas à cause du secret défense. Les travaux ont commencé à l'été 1984, lorsque Ballard et son équipe ont localisé et photographié l'épave du Treasure en utilisant son submersible robotisé, l'Argo. L'année suivante, il est retourné dans l'Atlantique Nord et a localisé le Scorpion au large des Açores, un archipel portugais dans l'Atlantique Nord. Le travail de Ballard pour la marine l'occupait beaucoup, lui laissant peu de temps pour réellement chercher le Titanic. Il a donc demandé de l'aide au navire de recherche français, le Suroît. En juillet 1985, le Suroît a navigué dans une zone où l'on pensait que le Titanic pouvait se trouver et a commencé à utiliser le sonar pour effectuer une technique appelée quadrillage en va-et-vient. Il s'agissait de balayer la zone avec le sonar, d'avant en arrière, pour détecter tout signe d'objet métallique. Après 5 semaines, le Suroît est revenu bredouille, laissant tout le travail à Ballard et à son équipe. Espérons que la vieille dame de l'océan leur a donné une pièce pour avoir tondu la pelouse. Après avoir terminé ses missions avec le Treasure et le Scorpion, Ballard n'avait plus que 12 jours pour chercher le Titanic. Heureusement, en photographiant les sous-marins militaires, Ballard a remarqué que le courant marin emportait de petits morceaux d'épave lorsqu'il tombait au fond de la mer, créant ainsi une chaîne de débris visibles. Un peu comme une piste de miettes de pain menant à l'endroit où le navire reposait finalement. Alors que les opérations de recherche et de récupération du Titanic s'étaient toujours concentrées sur la découverte des plus gros et des plus reconnaissables morceaux du navire, comme la coque, Ballard a utilisé le robot Argo pour rechercher ces longues traînées de débris à la place. Au lieu de balayer la zone depuis la surface, il a déplacé l'Argo sur le fond marin et visionné un flux vidéo en direct, grâce aux caméras embarquées de l'Argo depuis son navire de recherche, le Nord. Et en effet, alors qu'il ne restait qu'un seul jour de financement pour l'expédition, l'équipe a repéré une chaudière qui avait autrefois été installée sur le Titanic. L'épave a été localisée vers 2h du matin, le 1er septembre 1985, juste à temps pour aller voir Retour vers le futur au cinéma. L'équipe de Ballard a été la première à découvrir que le Titanic s'était brisé en 2 morceaux en coulant. Eh bien, après ce type qui a rebondi sur l'hélice en tombant,
Ils ont trouvé la poupe à environ 400 mètres de la proue, à plus de 12 000 pieds sous la surface de l'eau. Cependant, leur séjour sur le nord s'achevait, d'autres équipes attendant le navire pour leurs recherches. L'équipage de Ballard disposait de peu de temps pour explorer l'épave et faire d'autres découvertes. Ils ont tout de même réussi à prendre quelques photos fixes de la coque et du mât du Titanic, y compris le nid de pie d'où l'iceberg avait été aperçu pour la première fois. La marine et Ballard avaient chacune des raisons de garder leur découverte secrète. Ballard considérait le site de l'épave comme une sorte de cimetière, et il avait même envisagé de garder son emplacement exact secret pour éviter que le site ne soit envahi par des chasseurs de trésors. La marine redoutait que l'attention sur l'expédition de Ballard ne dévoile les vraies raisons de son financement et n'informe les ennemis de la mairie que les sous-marins nucléaires avaient été trouvés. La découverte du Titanic a finalement été révélée au grand public, mais le gouvernement américain a réussi à garder secrète la véritable histoire derrière l'expédition de Ballard. Un article du New York Times du 8 septembre 1985 affirmait que le véritable objectif avait été de tester le système Argo et que la recherche du Titanic était purement accessoire. Le Times a en fait suggéré que la marine espérait utiliser cette technologie un jour à l'avenir, pour éventuellement localiser des sous-marins perdus, sans reconnaître qu'elle l'avait déjà fait avec succès. 2 fois. Badaboum, badabing. Les équipes de Ballard et de la marine américaine ont nié pendant des années la véritable histoire de l'expédition, affirmant qu'elle visait seulement à tester le système Argo en vue d'une utilisation future, une couverture maintenue plus de 10 ans. Ballard est retourné sur le site de l'épave, une fois de plus, l'année suivante, à bord de l'Atlantis II. Il a également emmené son ancien submersible Elvin pour ce voyage, accompagné d'un petit véhicule télécommandé appelé Jason Jr., qui pouvait se faufiler dans des endroits exigus qu'Elvin ne pouvait pas atteindre. Jason Senior devait être tellement fier. Ce voyage a permis d'obtenir une documentation photographique beaucoup plus détaillée du Titanic que Ballard a publié dans son livre de 1988, À la découverte du Titanic, exploration du plus grand de tous les navires perdus. Conformément à sa philosophie personnelle, Ballard n'a jamais retiré lui-même d'objets de la zone. Alors prends ça, vieille dame rose. Attends, je suppose qu'elle l'a finalement jeté à la mer. Quant aux autres tentatives de remonter le Titanic, la société RMS Titanic Incorporated a ramené à la surface un certain nombre d'objets remarquables, notamment des bagages, de la vaisselle, des documents conservés dans des malles de voyage et même un morceau de la coque, peut-être pour un ragoût. Des procès et d'autres obstacles bureaucratiques ont empêché le groupe de vendre ses découvertes, mais beaucoup ont été exposés au public dans une galerie de l'hôtel Luxor à Las Vegas. D'un palais de l'opulence à un autre, repose en paix, Titanic. Que mangeaient les gens sur le Titanic? Vous savez, avant que tout cela n'arrive, tout dépendait très littéralement de l'endroit où vous étiez assis. Les passagers de première classe avaient des options offrant tout un éventail de saveurs. Les passagers de deuxième et troisième classe avaient moins de choix, mais personne n'est resté affamé, pas même l'iceberg. Alors aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à ce que les passagers du Titanic mangeaient. D'accord, près, loin, où que vous soyez, on croit que le service à table continuera. Il y avait beaucoup de glace à bord du Titanic, 1200 quarts pour être exact. Waouh, c'était vraiment le plus grand navire jamais construit. Mais le type de glace variait selon la classe sociale. Après le dîner, les passagers de première classe recevaient de la glace française en dessert, tandis que ceux de deuxième classe avaient de la glace américaine. La glace française, faite avec des œufs, était jugée meilleure, car plus riche et épaisse, proche d'une crème anglaise. Les desserts élaborés en première classe, comme la glace française, étaient supervisés par Adolphe Mattmann, inscrit parmi l'équipage sous l'intitulé d'Iceman. À ne pas confondre avec le personnage de Top Gun, du moins à notre connaissance. À bord du Titanic, on trouvait 40 000 œufs frais. Des œufs frais? Mais combien de poules y avait-il à bord? Les passagers de première classe savouraient de nombreux plats à base d'œufs chaque jour. Des œufs frits, cuits au four, pochés et durs étaient servis au petit déjeuner. Et les œufs à la Argentea, un plat d'œufs brouillés avec des asperges, étaient proposés au déjeuner. Les passagers de deuxième classe prenaient au petit déjeuner des œufs frits et du jambon grillé, comme en troisième classe. En troisième classe, cependant, on leur servait simplement du jambon et des œufs.
sans aucune indication sur la façon dont ces aliments étaient préparés. Les deux ingrédients étaient peut-être juste posés à la hâte sur une assiette, comme dans un diner flottant ou un bateau dîner. Les poissons frais, salés et séchés représentaient 15 000 livres du total des denrées alimentaires à bord du Titanic. Le hareng, le saumon, la limande, l'aigle fin et l'anchois étaient tous servis en première classe. Les passagers les plus huppés pouvaient déguster du saumon fumé accompagné de harengs frais et d'aigle fin finant au petit déjeuner. Voilà comment montrer à l'océan qui est le patron. Les choix de poissons pour le déjeuner en première classe comprenaient des anchois norvégiens, des sardines nature et fumées, des harengs marinés et du saumon à la mayonnaise servis sous forme de buffet. Les harengs marinés, aussi appelés harengs frappés ou sans emploi, étaient trempés dans du vin ou du vinaigre avant cuisson et servis froid. Pendant ce temps, le saumon à la mayonnaise est exactement ce que son nom indique. Au final, les passagers de première classe dégustaient du saumon avec du concombre et une sauce mousseline similaire à la hollandaise, le tout servi lors du premier service du dîner. Des crevettes et huîtres étaient aussi servis en première classe. En deuxième classe, du poisson, y compris des harengs fumés à froid appelés Yarmouth bloaters, étaient servis au petit déjeuner et au dîner. Au dîner, les passagers de deuxième classe dégustaient de l'aigle fin au four avec une sauce relevée à la cassonade, oignons, concentré de tomates, moutarde, piment fort et sauce Worcestershire. Les passagers de troisième classe n'avaient qu'un poisson par jour, du hareng fumé au petit déjeuner, et ceux qui s'en plaignaient étaient sans doute jetés par-dessus bord. Les tartinades sucrées, comme la gelée, la marmelade et la confiture, étaient courantes sur le Titanic, mais leur choix dépendait de votre classe. Il fallait payer plus pour la confiture? On se croirait chez Spirit Airlines. En troisième classe, les passagers avaient de la marmelade au petit déjeuner et une sauce sucrée au dîner, tandis qu'en deuxième place, on servait de la marmelade avec en plus de la gelée de vin. En première classe, ils pouvaient choisir pour le petit déjeuner entre gelée de chartreuse, confiture de cassis noir, miel de Narbonne ou marmelade d'Oxford. La marmelade d'Oxford, de Frank Cooper, version britannique traditionnelle, était préparée avec des oranges, du sirop, du sucre et de la pectine. Toutes ces douceurs à tartiner étaient dégustées sur du pain frais que chacun trouvait en abondance à bord du Titanic. Il y avait 10 000 livres de céréales à bord du Titanic. Ça fait beaucoup de Captain Crunch. Au petit déjeuner en troisième classe, la bouillie était faite de farine d'avoine. Et le soir, elle pouvait venir de céréales variées comme le seigle, le blé, le riz ou l'avoine. D'autres céréales et grains comprenaient le maïs, utilisé dans le pain, et le sarrasin, transformé en galettes. Les flocons d'avoine Quaker étaient proposés au petit déjeuner de première classe sur le Titanic, avec le riz soufflé, aussi produit par Quaker Oats. Quaker tenait à être présent dès le départ sur le Titanic. Incidemment, Walter Donald Douglas, dont le père possédait un moulin à céréales dans l'Iowa, qui a ensuite été intégré à Quaker Oats, était cadre dans l'entreprise et à bord du Titanic. Douglas est mort sur le Titanic après avoir vu sa femme et la femme de chambre monter dans un canot de sauvetage. Il aurait refusé de les rejoindre, disant que partir avant que femmes et enfants soient en sécurité ferait de lui moins qu'un homme. Mais après 5 jours enfermés avec elle, il voulait peut-être juste une pause. Douglas a été interprété par l'acteur Desmond Roberts dans une brève scène d'un film de 1958 sur la catastrophe du Titanic intitulé A Night to Remember. Cependant, il n'a pas figuré dans le film de James Cameron. Avec 1000 livres de raisins à bord du Titanic, il y en avait assez pour tous. Des fruits frais, dont des raisins de serre chauds, étaient proposés au petit déjeuner en première classe et au déjeuner et au dîner en deuxième classe. Mais bien sûr, la façon dont les raisins étaient servis était très différente. Les passagers de première classe recevaient des ciseaux à raisins pour cette tâche. Il y avait entre 100 et 1500 paires de ces ustensiles de table spécialisés à bord du Titanic. On ne voudrait pas que les Astors se foulent les doigts en cueillant des raisins. Pendant ce temps, les passagers de deuxième classe devaient détacher les raisins à la main. En plus de 1000 livres de raisins, le Titanic avait 180 caisses d'oranges, 50 caisses de citron et 50 caisses de pamplemousse. Apparemment, Jake Ordich, le gourou des jus, était à bord. Des fruits étaient servis aux passagers des 3 classes, plusieurs fois par jour pour les classes supérieures.
Avec 16 000 kilos de pommes à bord, les passagers de première classe avaient droit à des pommes cuites au four le matin, des pommes meringuées au déjeuner et de la compote de pommes au dîner avec du canton rôti. Mais si les convives voulaient autre chose, ils pouvaient manger des pêches en gelée à la chartreuse. Le Titanic servait un dessert fruité à base de pêche, sucre, liqueur de chartreuse, gélatine, cannelle, clous de girofle et jus de citron. Peut-être cela a-t-il été servi sur de la glace à la française. En deuxième classe, des fruits étaient proposés à chaque repas, mais de façon moins élaborée. La troisième classe avait des fruits au dîner, mais on ignore leur présentation. Peut-être que l'équipage leur balançait simplement des pommes. En parlant de douceur, le Titanic offrait un choix assez varié de pudding à ses passagers. En première classe, le pudding à la crème, proche de la crème brûlée, était fait d'œufs, de sucre, de lait et d'arômes et servi au déjeuner. Le pudding Waldorf, mélange traditionnel de fruits et noix dans un pudding à la vanille, était alors un dessert servi au dîner. La deuxième classe avait du pudding au tapioca au déjeuner et du pudding aux prunes au dîner, tandis que l'entrepont n'avait que du pudding aux prunes. Mais on ne se contente jamais vraiment de pudding, il est toujours apprécié. En première classe, la soupe figurait parmi les plats du dîner. En troisième classe, la soupe ou le ragoût servait souvent de plat principal. Le consommé fermier et les coquillages ont ouvert le déjeuner en première classe le 14 avril, le dernier jour du paquebot avant le naufrage, tandis que les choix de soupe étaient une crème d'orge ou un consommé Olga. Le consommé fermier était probablement un bouillon de légumes, car fermier signifie agriculteur en français. Sauf si c'est une soupe du fermier, peu probable, mais possible. Le plat coquillage comprenait poireaux, bouillon de poulet, un peu de riz ou d'orge et d'autres assaisonnements. La soupe à la crème d'orge était sans doute faite avec du bouillon de bœuf ou de poulet, de l'orge, des légumes en dés et beaucoup de crème fraîche. Le consommé Olga, plus léger, était fait de bouillon de bœuf, purée de tomates, légumes et bœuf. Les passagers de deuxième classe avaient de la soupe aux pois au déjeuner, ceux de l'entrepont, de la soupe au riz au dîner, servie en milieu d'après-midi. La soupe au riz, ce n'est pas juste du riz mouillé? Où est passée votre imagination, chef Titanic? Un repas décadent nécessite beaucoup de féculents et le Titanic en était bien pourvu. Avouez, il fallait bien un jeu de mots sur le bateau à un moment, ne le prenez pas mal. Le Titanic avait 40 tonnes de pommes de terre à bord. Au petit déjeuner, la première classe choisissait entre de la purée de pommes de terre, des pommes de terre sautées ou en robe des champs, comme la purée et les frites en deuxième classe. La deuxième classe pouvait aussi manger du hachis américain gratiné, un mélange gratiné de bœuf salé, de pommes de terre, de beurre et de fromage. La troisième classe n'avait qu'une seule option de pommes de terre au petit déjeuner, les pommes de terre en robe des champs, également appelées pommes de terre au four. Quel type de robe? On ignore, sans doute réservé aux membres. Le dîner en troisième classe comprenait aussi pommes de terre bouillies, viande et légumes. Au déjeuner, la première classe pouvait choisir entre de la purée de pommes de terre, des pommes de terre frites ou au four. Au dîner, les passagers de première classe dégustaient du filet mignon Lily, servi sur des tranches de pommes de terre beurrées. Une autre option était les pommes de terre château, en forme ovale, souvent servies avec une sauce béarnaise. Plus de variétés de pommes de terre, comme les pommes de terre parmentier et les pommes de terre nouvelle bouillie, étaient servies en dés ou entières. Sur le Titanic, la pomme de terre était omniprésente. C'était sûrement leur slogan. Pendant ce temps, le large choix de pain sur le Titanic témoignait de la diversité des influences culinaires du navire et de ses passagers. Le Titanic est parti avec 1 millier de miches, mais la cuisine continuait à cuire du pain frais chaque jour, en servant du pain à chaque repas à toutes les classes. En troisième classe, du pain frais et du beurre étaient servis au petit déjeuner, ainsi qu'un pain appelé pain suédois, dont la recette exacte reste inconnue. Du pain frais était servi au dîner, accompagné de biscuits de cabine, une sorte de biscuit sec également proposé au souper tardif. Au goûter, les passagers de troisième classe prenaient du pain, du beurre, de la viande froide, du fromage et des cornichons. Les passagers de deuxième classe recevaient des biscuits au déjeuner et au dîner, ainsi que scones au soda, galettes de sarrasin, pain viennois et au son au petit déjeuner. La première classe profitait d'options de pain similaires, avec en plus des scones au raisin sec et du pain de maïs. Un aliment servi en troisième classe, qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs sur le navire, c'était les tripes, la paroi de l'estomac d'un animal. Habituellement bouilli, ce plat était frit sur le Titanic et accompagné d'oignons.
pour une haleine au parfum rustique d'usine de hot-dog. Pendant ce temps, en première classe, l'agneau et le mouton étaient tous deux servis au petit déjeuner. Les convives de première classe pouvaient également avoir des côtelettes de mouton, grillées à la demande au petit déjeuner et au déjeuner. Le 14 avril, un dîner d'agneau avec sauce à la menthe a été servi en première et deuxième classe, quelques heures avant la collision avec l'iceberg. Les passagers de troisième classe ne recevaient ni agneau ni mouton à aucun moment de la journée. On ne peut pas servir de l'agneau en entrepont, que penserait la reine ? Au total, il y avait 75 000 livres de viande fraîche à bord du Titanic. Cela signifiait beaucoup de morceaux de bœuf. En première classe, les passagers pouvaient choisir à chaque repas, notamment entre filet mignon et faux filet de bœuf. Au déjeuner, les passagers de première classe savouraient rôti de bœuf ou bœuf épicé, ainsi que des viandes froides et des steaks de faux filet préparés à la demande au dîner. En deuxième classe, le rôti de bœuf était servi avec langue de bœuf et saucisse au déjeuner. Rien de tel que de la viande avec de la viande, sauf encore plus de viande. En troisième classe, seul le rôti de bœuf avec sauce brune était proposé. Viande, pommes de terre, soupe, légumes et un pudding aux prunes auraient suffi, voire été un peu extravagant. En première classe, on servait aussi des rognons, du bacon et du jambon proposés d'au moins 4 façons différentes. 7 500 livres de jambon et de bacon, ainsi que 25 000 livres de volaille ont été servis sur le navire, y compris du bœuf salé, du poulet et de la dinde, qui étaient des choix de repas populaires en deuxième classe. Le Titanic transportait aussi de la viande cachère pour ses passagers. Ils auraient pu jeter de la viande pour prendre plus de canaux, même si certains morceaux de bœuf auraient fait un bon radeau. Le RMS Titanic est sans doute le navire le plus célèbre à avoir jamais pris la mer, même si ce n'est évidemment pas pour la meilleure des raisons. Alors en 2012, lorsque le milliardaire australien Clive Palmer a annoncé qu'il allait construire un Titanic 2, beaucoup de gens ont pensé qu'il était fou. Qu'est-il arrivé à cette suite audacieuse mais inutile ? Eh bien aujourd'hui, nous allons plonger dans quelques faits étranges concernant le Titanic 2. D'accord, tout le monde à bord, si vous osez. Quiconque a vu le film à succès du même nom, réalisé par James Cameron, connaît déjà l'histoire du Titanic, même si le film impliquait davantage Billy Zane que l'événement réel, probablement. Mais au cas où vous auriez perdu la deuxième cassette VHS du coffret, voici un petit résumé. Le RMS Titanic était un paquebot de croisière exploité par la White Star Line, présenté comme étant absolument, positivement, à 110% insubmersible. Alors, quand il a coulé dans l'Atlantique Nord le 15 avril 1912, après avoir heurté un iceberg, tout le monde a été plutôt surpris. Au minimum, c'était de la publicité mensongère. Plus de 68% des passagers sont morts, ce qui en fait l'un des naufrages les plus meurtriers de son époque. Après cela, le nom Titanic allait devenir synonyme de tout ce qui est condamné par sa propre arrogance, jusqu'à ce que Cameron sorte son film, faisant du nom un symbole de succès au box-office et de Billy Zane. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il recréer ce navire tragique ? Et plus important encore, qui oserait tenter le voyage ? Les marins sont souvent superstitieux, donc appeler son navire Titanic 2 serait déjà un mauvais présage. Parmi d'autres raisons, le projet Titanic 2 était controversé à cause de l'homme qui le dirigeait, le milliardaire australien Clive Palmer. Né le 26 mars 1954, Palmer est un entrepreneur qui a des intérêts dans les industries minières, du fer, du nickel et du charbon. Il possède également de nombreux terrains de golf, ce qui arrive quand on est tellement riche qu'on ne sait plus quoi acheter. Palmer est aussi un homme politique ayant effectué un mandat en tant que membre du Parlement australien en 2013. Il a même une fois donné son nom à un parti politique, le parti Uni-Palmer, et a fait campagne pour redonner sa grandeur à l'Australie. Le Australian Financial Review estime sa fortune à un peu moins de 24 milliards de dollars. Donc en 2012, lorsqu'il a annoncé qu'il prévoyait de construire une réplique du Titanic, les gens l'ont pris au sérieux. Après tout, il avait les moyens de le faire. Palmer était aussi connu depuis longtemps pour son excentricité et son goût pour les coups de pub. À la même période, il annonçait la construction d'un parc d'attractions sur les dinosaures dans le Queensland, que les avocats de Steven Spielberg jugeraient une copie de Jurassic Park. Il l'a appelé Palmer-Saurus. Ce n'est pas une blague. Palmer-Saurus existe toujours, bien qu'il soit tristement célèbre pour offrir une expérience loin d'être satisfaisante. Contrairement à John Hammond, Clive Palmer a lésiné sur tout.
Le voyage inaugural du Titanic original a été une tragédie sans précédent pour de nombreuses raisons. Défaut de conception, protocole de sécurité insuffisant, erreurs humaines et trop d'employés cherchant à voir Kate Winslet pendant que Léo la dessinait comme l'une de ses françaises. Mais au final, le facteur le plus important dans la catastrophe a été, l'énorme iceberg qui a transpercé la coque du navire. Bien sûr, cela remonte à très longtemps. Grâce à divers facteurs comme l'innovation technologique et le changement climatique, la glace est aujourd'hui bien moins menaçante. Mais pour rassurer les passagers et éviter que l'histoire ne se répète, les concepteurs du Titanic 2 ont apporté quelques améliorations anti-iceberg. Le nouveau navire aurait une coque soudée, plus durable qu'une coque rivetée, et serait un peu plus large que son prédécesseur condamné, le rendant ainsi plus stable. De plus, le navire devait avoir des appareils de navigation modernes, rendant une collision avec un objet étranger comme un iceberg très improbable, à moins de foncer volontairement dessus. En dehors de l'iceberg, le principal responsable de la perte de vie lors du naufrage du Titanic était le manque de canaux de sauvetage pour toutes les personnes à bord. Une négligence qui est devenue l'un des exemples les plus tristement célèbres de l'arrogance du navire. Mais selon les personnes derrière le Titanic 2, même s'il était présenté comme une réplique de l'original, les mesures de sécurité seraient très différentes. Ils auraient notamment ajouté bien plus de canaux de sauvetage. Ce sont les détails qui comptent. Enfin, en hommage à la compagnie White Star Line d'origine, Palmer a décidé de nommer la société exploitant le futur Titanic 2 la Blue Star Line. Savoir s'il est judicieux de nommer son entreprise d'après celle qui a mené 1500 personnes à la mort en mer est une question intéressante, mais pas pour le créateur de Palmer Saurus. Le Titanic original a quitté Southampton en Angleterre le 10 avril 1912 et devait arriver à New York une semaine plus tard. Bien sûr, il n'est jamais arrivé car il était trop occupé à arriver au fond de l'Atlantique, ce qui est une correspondance plutôt gênante. Lorsque Clive Palmer a annoncé pour la première fois le projet Titanic 2, il a déclaré son intention de faire le voyage inaugural sur le même itinéraire de Southampton à New York que le navire original, à l'exception du petit détail où il a coulé. Mais plus tard, Palmer a changé d'avis, annonçant que le premier voyage partirait en réalité de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. La destination finale resterait New York, donc ce second navire passerait toujours par la zone où l'original a heurté l'iceberg. Tenter le destin était sans doute le nom du groupe de musique du navire. Après son voyage inaugural, le Titanic 2 devait ensuite voyager de New York à Southampton, en Angleterre. À partir de là, il commencerait à effectuer des trajets réguliers entre Southampton et New York, comme le Titanic original était censé le faire. Palmer a annoncé que la liaison Southampton-New York serait la route régulière du Titanic 2 pendant l'été, mais qu'il pourrait aller ailleurs durant les autres saisons. Il voyait le Titanic 2 comme un navire destiné à parcourir le monde, faisant escale dans des ports du monde entier en tant qu'attraction touristique flottante. Il devait se réserver le droit de crier « Je suis le roi du monde » à la proue à chaque entrée au port. Si vous vous rappelez du film ou de certains épisodes insolites sur le Titanic, vous savez que le navire était divisé en classes et que le statut social influençait fortement l'hébergement des passagers. Le Titanic 2 aurait également été divisé en cabines de première, deuxième et troisième classe, et les couchettes devaient être authentiques. Cela signifiait des quartiers exigus, mais des prix réduits pour ceux de troisième classe, et un raffinement extrême pour ceux de première classe. Rien n'indique qu'il voulait enfermer les passagers de troisième classe sous le pont afin que les plus gros dépensiers puissent atteindre les canaux de sauvetage en premier en cas d'urgence. Mais on imagine que cela se reflétait dans la réduction. Bien que de nombreuses affirmations alléchantes aient été faites, les détails exacts de l'expérience proposée par Blue Star Line n'ont jamais été entièrement annoncés, un peu comme le Firefest des compagnies de croisière. Cependant, il semble possible que le design du Titanic 2 n'allait pas être la seule partie de l'histoire à être reproduite. Une vidéo promotionnelle montre à la fois l'équipage et, de façon étrange, les passagers vêtus de costumes d'époque, fidèles au début du XXe siècle. Cela suggère que le voyage était un événement de jeu de rôle ou une fête cosplay, comme ces villages historiques où tous font semblant d'être bloqués dans le passé. Blue Star assurait aussi qu'il offrirait les mêmes restaurants et salles à manger que le paquebot de luxe d'origine. Ces restaurants recréeraient fidèlement l'expérience culinaire en mer de 1912, avec une décoration et un menu d'époque. D'autres équipements à bord auraient inclus des saunas, des piscines et un bain turc. Personne ne se baigne comme les Turcs.
Le Titanic 2 devait initialement prendre la mer en 2016, mais ne vous inquiétez pas, vous ne l'avez pas raté. Cela ne s'est tout simplement pas produit. La construction du navire a été retardée par un différend financier qui a duré de 2015 à 2018. Pour faire court, le conflit portait sur des paiements entre la société de Palmer et le groupe CITIC, une entreprise chinoise liée au chantier naval où le Titanic 2 devait être construit. Le conflit s'est terminé quand la Cour suprême d'Australie-Occidentale a jugé que CITIC devait des millions d'arriérés de paiement à Palmer. Palmer a ensuite relancé le projet fin 2018 et a fixé la date du voyage inaugural à 2022. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas raté celui-là non plus. Il n'a pas eu lieu non plus. Clive Palmer a annoncé pour la première fois son intention de construire le Titanic 2 en 2012. Cette année-là marquait le centenaire du voyage inaugural du Titanic. Lors de l'annonce de Palmer, un débat existait sur le fait que son projet rende hommage à la tragédie ou en tire profit grossièrement. Mais tout ce débat semble désormais sans objet, et il est de plus en plus évident que le projet a été discrètement torpillé. Les signes indiquant que le Titanic 2 a été abandonné incluent le fait qu'aucune construction du navire n'a encore eu lieu, et des ouvriers du chantier naval ont déclaré publiquement qu'ils ne s'attendent pas à ce que cela arrive un jour. De plus, la marque Blue Star Line a été officiellement abandonnée en 2015 et les registres publics d'une des sociétés de Palmer révèlent que peu ou pas d'argent a été dépensé pour le projet depuis 2016. Et même si Blue Star a publié une annonce confirmant que le projet avançait toujours en 2018, son site officiel n'a pas été mis à jour depuis 2014. On dirait bien que ce qu'on dit est vrai. La suite n'égale jamais l'original. Clive Palmer a peut-être raté la reconstruction du Titanic, mais au moins il pouvait se consoler en se disant qu'il n'était pas le seul. À la même période, un autre projet de réplique du Titanic était lancé en Chine, un univers cinématographique du Titanic. Sa tante, le projet concurrent, financé par le gouvernement et construit dans le Sichuan, n'a jamais été conçu pour naviguer en mer ouverte. En fait, il devait seulement servir d'attraction touristique, non de navire fonctionnel, et aurait été installé en permanence sur un réservoir du fleuve Xijiang. Alors que ce projet avait un peu plus progressé vers sa réalisation, la construction s'est arrêtée depuis longtemps, sans aucune indication qu'elle reprendra un jour, et le site web ainsi que le compte Twitter du projet sont inactifs depuis longtemps. La coque rouillée existe toujours en Chine, servant de rappel que certaines choses semblent vraiment vouées à l'échec. En particulier les Titanic. Le 15 avril 1912 fut un jour sombre pour les passagers à bord du RMS Titanic, après avoir heurté un iceberg à 23h40. Le navire a lentement sombré dans les profondeurs glacées de l'Atlantique, et plus de 1500 malheureuses âmes ont perdu la vie. Construit pour être insubmersible et considéré comme le summum de la technologie et du design, mais tout cela n'a servi à rien lorsque l'eau a envahi ses compartiments, l'entraînant par le fond en moins de 3 heures. Aujourd'hui, nous allons examiner tout ce qui s'est mal passé et a conduit au naufrage du Titanic. L'un des avantages d'un navire de luxe, c'était d'être équipé des toutes dernières technologies. En 1912, cette technologie tournait autour du radiotélégraphe. Fabriqué par Marconi Technologies, cet équipement de pointe était supervisé à bord du Titanic par les employés de Marconi, Jack Phillips et Harold Bride. Cependant, cette technologie radio de pointe était principalement utilisée par les passagers les plus riches du navire pour envoyer des messages personnels. C'est un peu comme utiliser le système d'alerte d'urgence pour envoyer un texto à votre majordome. Bride et Phillips passaient la plupart de leur temps à transmettre ces messages personnels vitaux à la demande de la haute société. En avançant, leur communication était parfois coupée par d'autres navires les avertissant d'icebergs sur la route du Titanic. Des choses ennuyeuses comme ça. Bride et Phillips restaient calmes et transmettaient certains avertissements au capitaine. Le capitaine, faisant preuve du genre de leadership qui vous assure une place dans l'histoire en tant que capitaine du navire coulé le plus célèbre de tous les temps, a effectivement ignoré les avertissements. Il n'a que très légèrement modifié sa trajectoire et maintenu la vitesse du navire. Le Titanic a reçu 7 messages sur les icebergs au total. Le dernier message contenait même les coordonnées précises de l'endroit où le navire a finalement heurté l'iceberg. Écoutez, on comprend, c'était une erreur honnête. On ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un marche jusqu'au bureau du capitaine pour transmettre chaque avertissement d'iceberg qu'un inconnu vous envoie.
Le navire a émis des signaux de détresse une demi-heure après avoir heurté l'iceberg. Le signal Marconi sur le navire était si puissant qu'il atteignait de nombreux autres navires et même certaines zones à terre. Mais il n'y avait qu'une seule ligne, ce qui limitait la communication. Les signaux de toutes les sources arrivaient simultanément, créant une cacophonie, comme un podcast à plusieurs animateurs. Le chaos régnait tandis que les opérateurs radio du Titanic cherchaient sans relâche à joindre les navires voisins. Pour aggraver les choses, l'équipage ne connaissait pas leur position exacte et donnait probablement des coordonnées incorrectes aux éventuels sauveteurs. Des opérateurs radio amateurs à terre ont également tenté de répondre, ce qui a créé davantage d'interférences et entraîné de faux signalements. Imaginez si le 911 était une ligne partagée. Et c'est en gros ce qui s'est passé. Après la catastrophe, les gouvernements mondiaux ont réduit la puissance d'émission et réservé des fréquences pour les urgences. Cela a donné naissance à la loi sur la radio de 1912, qui imposait à tous les navires de maintenir une veille radio permanente et de rester en contact avec les stations radio côtières durant tout leur voyage. Chaque navire en mer nécessite une vigie pour aider à prévenir les collisions pendant le voyage. Même avec les avancées modernes, comme la radio et le GPS, parfois, il faut simplement une paire d'yeux vigilants pour surveiller. Vous savez, pour des choses comme les icebergs et je ne sais pas, les trésors. Le Titanic avait 2 vigies pendant son voyage malheureux, Charles Lightoller et George Simmons. Il semble logique de donner des jumelles à vos vigies, mais les officiers voyaient les choses très différemment en 1912. On pensait que les vigies perdraient du temps à utiliser des jumelles pour identifier des navires et d'autres sources lumineuses au lieu de s'en servir pour repérer les risques de collision imminente. On ne veut pas risquer que les vigies s'amusent, ce qui semble être le cas avec des jumelles en pleine mer. Ainsi, David Blair n'a pas réfléchi avant d'enfermer les jumelles et d'emporter la clé, en étant remplacé par Simons. Simons cherchait une paire, mais Lightoller lui a dit qu'il n'y en avait pas. Lightoller expliqua plus tard devant le Sénat américain qu'il y avait 5 autres paires de jumelles à bord. Pourquoi cette préoccupation autour des jumelles? Peut-être qu'elles étaient remplies d'héroïne ou quelque chose comme ça à l'époque, comme les vieux remèdes d'autrefois. Personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais des jumelles auraient peut-être aidé les vigies du Titanic à repérer plus tôt les icebergs. Au final, ce manque de préparation n'a fait que contribuer à la chute du navire. En 2007, la clé originale de Blair, celle qui fermait à clé les fameuses jumelles, a été vendue aux enchères pour la somme impressionnante de 90 000 livres, soit environ 117 000 $, en même temps que d'autres objets liés au Titanic. Ça devait être James Cameron, non? Qui d'autre dépenserait 100 000 $ dans une brocante du Titanic? Fidèle à son nom, le Titanic était immense et il traversait l'Atlantique à une bonne allure. Ce soir-là, le navire long de 882 pieds avançait à 22 nœuds. Ralentir le navire n'aurait pas été rapide ni facile. C'est comme lancer un camping-car sur un toboggan aquatique et essayer de freiner à mi-chemin. Quand les vigies ont enfin vu l'iceberg, le premier officier Murdoch a ordonné la marche arrière toute. Mais un problème est survenu. Le gouvernail était trop petit pour un navire de cette taille. La White Star Line pensait qu'un plus grand n'était pas nécessaire, supposant qu'il aurait peu d'obstacles à éviter. Construire un si grand bateau, c'est s'attendre à ce qu'il traverse l'océan comme Jérôme Bettis. Pour inverser complètement les moteurs, le navire devait d'abord ralentir, puis relancer les hélices dans l'autre sens, ce qui prenait du temps. Pire encore, l'hélice centrale du navire ne pouvait pas tourner en marche arrière, ce qui signifiait que le navire avait moins de puissance pour reculer que pour avancer. En termes plus simples, le Titanic avait à peu près la même maniabilité qu'un bus en plein vol. Au final, lorsque l'équipage a aperçu l'iceberg, il était déjà bien trop tard. Leurs meilleurs efforts n'ont pas pu détourner le navire de son sombre destin. Pendant plus de 70 ans, le Titanic a reposé silencieux dans sa tombe aquatique. On pensait que le navire avait coulé intact, la catastrophe étant due à la vitesse excessive du capitaine dans des eaux sombres et glacées, ou à la fragilité du métal causée par le froid. La découverte du navire par Robert Ballard au large de Terre-Neuve en 1985 a totalement changé cette façon de penser. La découverte de l'épave et le fait que le Titanic s'était apparemment brisé en deux en coulant ont remis en question ces premières hypothèses.
Les experts ont commencé à examiner l'ingénierie du Titanic, dans l'espoir de découvrir si la construction du navire avait d'une manière ou d'une autre contribué à son destin. Deux scientifiques, nommés Jennifer Hooper McCarthy et Tim Falk, ont soupçonné que les rivets de la coque pouvaient avoir été faibles. Il s'avère que de nombreux rivets récupérés sur l'épave contenaient de grandes quantités d'un résidu de fusion appelé laitier, ce qui indique qu'ils étaient fabriqués à partir d'un fer de moindre qualité plutôt qu'en acier. McCarthy et Falk ont découvert que la White Star avait utilisé des rivets en fer pour gagner du temps et réduire les coûts de main-d'œuvre afin de construire simultanément le Titanic et ses deux navires jumeaux. La proue et la poupe du navire ont toutes deux été construites avec des rivets en fer. Vous voyez probablement où cela mène, contrairement aux vigies du Titanic. McCarthy et Falk ont supposé que les rivets de moindre qualité ont sauté lors de la collision avec l'iceberg. Les jointures ont cédé, laissant l'eau envahir le navire et le couler rapidement. Cependant, les rivets de mauvaise qualité n'étaient qu'un des problèmes structurels du Titanic. Avant, les experts croyaient que le navire s'était brisé en deux lorsque la proue a coulé, soulevant la poupe à 45 degrés hors de l'eau, ce qui, d'après les éléments disponibles, devait être sacrément impressionnant. La majorité des peintures et un film de James Cameron illustrent le naufrage ainsi. On pensait que la pression et le poids excessif sur les joints de dilatation ont fait que le Titanic s'est brisé en deux, comme un biscotti condamné. La réalité est bien sûr bien plus étrange que la fiction. Deux chercheurs étudiant l'épave ont découvert l'endroit précis où la coque s'est fendue et s'est brisée en deux. L'architecte naval Roger Long a expliqué que cette découverte montrait que l'angle de la poupe n'était pas de 45 degrés, mais probablement d'environ 11 degrés lors du naufrage. Découvrir que les joints de dilatation ont cédé à un angle aussi faible signifiait que le navire aurait aussi pu se briser dans des situations plus courantes. Par exemple, une violente tempête aurait pu briser le Titanic tout aussi rapidement que l'iceberg l'a fait. Ou peut-être même un tournoi de shuffleboard particulièrement intense. Ça peut devenir mouvementé. Le Titanic avait 16 compartiments étanches pouvant se fermer en cas d'inondation, une prouesse de conception pour l'époque. Les compartiments étaient censés contenir l'eau en cas de brèche dans la coque. Ces compartiments, ainsi que l'arrogance générale, étaient la raison pour laquelle on croyait le navire insubmersible. Malheureusement, la conception des compartiments a facilité la propagation de l'eau au lieu de l'arrêter. Les cloisons séparant chaque compartiment n'allaient pas du sol au plafond, probablement pour permettre plus d'espace pour le fret. En fait, elles ressemblaient plus à des cabines de toilettes qu'à des compartiments étanches. Cela semble être un oubli, il faudrait peut-être ajouter un peu de mastic. Quand l'équipage a fermé les portes étanches pour contenir l'inondation, le poids de l'eau dans les compartiments a fait pencher la proue vers le bas. Cet angle précaire a permis à l'eau de passer par-dessus les cloisons des compartiments, les remplissant ainsi les uns après les autres. Les historiens s'accordent généralement sur la stupidité de cette conception. Plusieurs éléments devaient s'aligner pour placer un iceberg sur la route du Titanic cette nuit-là. Lorsque les icebergs quittent le Groenland pour l'Atlantique, ils fondent généralement avant d'atteindre l'océan. Seuls 2% y parviennent, ce voyage durant parfois plusieurs années. Mais en 1912, la météo était un peu différente. Les archives de l'époque indiquent qu'un nombre inhabituel d'icebergs sont arrivés intacts dans l'Atlantique Nord cette année-là. Les hivers doux en sont responsables. Peut-être que ce temps étrange a renforcé les courants, poussant finalement les icebergs plus loin. Certains chercheurs estiment que les marées hautes cette année ont permis aux icebergs d'atteindre l'océan. Peut-être se réunissaient-ils tous pour Coachella. L'historien Tim Moulton a suggéré que des illusions d'optique dues à la réfraction de la lumière auraient aussi pu contribuer à la collision. Après avoir étudié les journaux de bord, les relevés météorologiques et les témoignages des survivants, il a élaboré une théorie selon laquelle la température aurait chuté quand le navire est passé du Gulf Stream au courant du Labrador. L'eau glaciale du courant aurait refroidi l'air à la surface de l'eau, ce qui aurait pu entraîner une inversion thermique. Les inversions thermiques sont connues pour provoquer des mirages supérieurs, particulièrement dangereux en mer, car ils font paraître les objets lointains plus proches et l'horizon plus élevé. L'absence de lune, cette nuit-là, pouvait aussi représenter un danger pour le navire, aucune lumière ne révélant d'éventuels problèmes sur l'eau. Comme nous l'avons déjà mentionné, les vigies espiègles du Titanic s'étaient vus retirer le droit d'utiliser des jumelles pour la soirée. Les forces de la nature n'étaient pas les seules coïncidences malheureuses en cause. Le Board of Trade n'a pas ajusté les exigences de sécurité du Titanic malgré sa taille immense.
ce qui a conduit à un nombre insuffisant de canaux de sauvetage à bord du navire. Le capitaine Edward Smith aurait laissé partir les canaux de sauvetage avant qu'ils soient pleins. Smith n'a également pas donné l'ordre d'abandonner le navire, ni donné d'instructions pour l'évacuation. Alors que le navire coulait, le Californian, qui n'était qu'à 10 miles de là, a pris les fusées de détresse du Titanic pour des feux d'artifice et avait éteint sa radio. L'opérateur, lassé d'entendre parler du caniche malade d'un passager de première classe, est allé se coucher. Que vous ayez acquis vos connaissances sur le Titanic grâce au film de James Cameron ou à travers la série apparemment interminable de documentaires, de sites web et de livres sur ce navire maudit, les dures réalités des vies et des morts des 2207 passagers et membres d'équipage ont tendance à se perdre dans la traduction. Les 706 noms figurant sur la liste des survivants du Titanic révèlent les circonstances de ces hommes et femmes chanceux ainsi que celles des plus de 1500 infortunés qui n'ont jamais survécu. Qui était-il vraiment ? Où auriez-vous été si vous étiez monté sur le navire ? Auriez-vous survécu ? Aujourd'hui, explorons vos chances de survivre au Titanic. Direction l'Atlantique. Être un enfant en première classe sur le Titanic aurait été un vrai plaisir. Eh bien, du moins au début du voyage, les passagers de première classe venaient des plus hauts rangs de la société et profitaient de tous les luxes que le navire avait à offrir. Les enfants de 2 à 17 ans voyageaient avec leur famille, leurs domestiques privés et aussi leurs chiens, aux grandes dames des domestiques et des chiens. Les hébergements de première classe variaient, mais les passagers de première classe pouvaient aller à la salle de sport, jouer au squash, se rendre à la bibliothèque du navire, prendre un verre dans l'un des cafés, voire perdre quelques kilos dans le sauna. Les enfants auraient passé le voyage à faire les activités habituelles des enfants, à jouer, à explorer et bien sûr à monter et descendre le grand escalier de première classe. Vos chances de survie. 48% des enfants à bord du Titanic ont survécu au voyage, mais parmi les enfants de première classe, leur taux de survie était proche de 100%. 6 enfants de première classe étaient à bord, et tous ont été sauvés, bien qu'une source mentionne qu'un enfant de première classe n'aurait peut-être pas quitté le navire. Les enfants de deuxième classe. d'Alden Gates Cadwell, 10 mois, à Violette Madeline Mellinger, 13 ans. Issus de familles de classe moyenne, vivaient à bord du Titanic dans un cadre modeste. Les enfants d'enseignants, de membres du clergé et d'autres professionnels avaient moins d'espace pour courir, mais pouvaient manger des repas de 3 plats avec un certain raffinement. Les passagers de deuxième classe avaient des logements équivalents à la première classe sur d'autres navires. Cependant, les enfants de deuxième classe représentaient une partie de la diversité et des défis sociaux auxquels la classe moyenne était confrontée. Michel Navratil a enlevé ses 2 enfants et les a fait passer clandestinement à bord du Titanic, par exemple. Joseph Laroche, le seul homme noir à bord, ses 2 enfants et sa femme enceinte sont montés à bord du Titanic après avoir appris qu'ils ne pourraient pas dîner avec ses enfants s'ils prenaient un autre navire. Vos chances de survie. Tous les enfants de la deuxième classe sur le Titanic, soit 24 au total, ont survécu. Le plus jeune garçon était Vilio Unto Johannes Amala Einan, âgé de 7 mois, et la plus jeune fille était Barbara Joyce West, âgée de 10 mois. La mère de Vilio et celle de Barbara ont également survécu, mais le père de Barbara, Edwy Arthur West, a péri lors du voyage. Les enfants de 3e classe, aussi appelés l'entrepont ou le placard à balai sur le Titanic, étaient issus des classes sociales les plus modestes. Les billets pour enfants coûtaient environ 15 $ chacun, ce qui équivaut à environ 387 $ de 2019. Les couchettes et espaces pour enfants de 3e classe étaient bien moins luxueux et plus petits que ceux des 2 premières classes. Les enfants jouaient sous le pont avec leurs frères et sœurs, et dans de nombreux cas, il y avait beaucoup de frères et sœurs avec qui jouer. Il y avait 5 enfants Anderson, 9 de la famille Sage et 6 enfants Goodwin à bord. Certains, comme Frankie Goldsmith, 9 ans, jouaient avec ce qu'ils trouvaient, se balançant sur les grues de la zone des bagages. Vos chances de survie. Seulement 27 des 79 enfants de 3e classe ont survécu au naufrage du Titanic. La plus jeune survivante du Titanic était issue de la 3e classe. Elizabeth Gladys Melvina Dean n'avait que 2 mois au moment du naufrage. Les avantages luxueux d'être une femme en première classe sur le Titanic auraient été un peu écrasants, car à l'époque, les femmes avaient rarement des privilèges.
Les femmes de famille aisées, comme Madeleine Talmadge Astor, qui a récemment épousé le millionnaire John Jacob Astor IV, et Dorothy Gibson, mannequin et actrice, bénéficiaient de repas de 10 à 14 plats quand elles n'étaient pas dans les jardins de thé ou la bibliothèque. La plupart des femmes de première classe étaient accompagnées de domestiques, cuisinières ou nourrices, ce qui impliquait la présence de nombreuses femmes de classe inférieure avec elles. La mode, en première classe, distinguait les femmes de l'élite du reste des passagers du navire. Les femmes portaient des chapeaux et des gants pendant la journée, et le soir, elles revêtaient les plus belles robes de soirée de l'époque. Votre chance de survie. La règle « femmes et enfants d'abord » a globalement été respectée sur le Titanic. Les femmes de première classe ont surtout manqué d'informations claires sur la situation. Le premier objectif des membres d'équipage était de garder les passagers de première classe aussi calmes et confortables que possible sur un navire en train de couler, ce qui signifiait naturellement contrôler la circulation de l'information. Après que le navire ait heurté l'iceberg, John Jacob Astor est allé voir ce qui se passait et, après avoir reçu des informations de l'équipage, a assuré à sa femme que ce n'était rien de grave. Madeleine Astor a survécu au naufrage du Titanic, tout comme l'enfant qu'elle portait et 90% des femmes de première classe. En fait, seulement 4 des 144 femmes de première classe à bord du Titanic ont péri. Les femmes de deuxième classe, souvent épouses ou filles de banquiers, bureaucrates ou professionnels, profitaient sur le Titanic de chambres et salles à manger décorées d'acajou, de rideaux en soie et de tissus d'ameublement ouvragés. Parmi ces femmes se trouvait Mary Corey, qui rentrait aux États-Unis depuis l'Inde, où son mari travaillait pour les Britanniques. Sylvia Caldwell revenait aux États-Unis pour voir sa famille après un séjour au Siam, actuelle Thaïlande, avec son mari. Plusieurs femmes de deuxième classe voyageaient seules ou entre amis. Claire Ann Cameron et son amie Nellie Walcroft se sont retrouvées sur le Titanic après l'annulation de leur traversée sur un autre navire à cause d'une grève du charbon. D'autres voyageaient dans des circonstances plus clandestines. Kate Phillips et son patron barrier, Henry Morley par exemple, avaient une liaison. Phillips voyageait sous un faux nom et on pense qu'elle et Morley ont conçu un enfant à bord. Vos chances de survie. Sur 93 femmes en deuxième classe sur le Titanic, 80 ont survécu. Ce taux de 86% montre que les femmes ont encore eu la priorité pour les canaux de sauvetage. Cependant, au total, seulement 42% des passagers de la deuxième classe ont survécu. De nombreuses femmes de troisième classe sur le Titanic étaient des immigrantes cherchant une vie meilleure aux États-Unis. Souvent mariées, rejoignant leur mari déjà installé aux États-Unis avec leurs familles nombreuses, les femmes de troisième classe passaient leur temps dans des couchettes pour 2 à 6 personnes. Des femmes comme Margaret Mannion n'étaient pas mariées, mais étaient en route pour retrouver des frères et sœurs ou d'autres membres de leur famille qui étaient déjà partis en Amérique. Tandis que les riches profitaient de leurs bibliothèques et salles de sport, les passagers de troisième classe, confinés dans de petits espaces, se rapprochaient et formaient de nouvelles amitiés. Sarah Roff, par exemple, une couturière qui voyageait pour retrouver son fiancé à New York, passait son temps avec Emily Badman, qui se rendait à New York pour retrouver sa sœur. Vos chances de survie. Les femmes de troisième classe n'ont pas survécu autant que celles des premières et deuxième classes. Sur 165 femmes en troisième classe, seules 76 ont survécu. Cela équivaut à un taux de mortalité de 46%, surtout à cause de l'emplacement des plus pauvres. Une autre raison du nombre élevé de morts est que de nombreuses portes séparant la troisième classe, censées empêcher la propagation des maladies, sont restées verrouillées après la collision du Titanic avec l'iceberg. L'homme le plus riche à bord du Titanic était John Jacob Astor IV, mais il n'était pas seul en termes de prestige, de lignée ou d'affinité pour les plaisirs raffinés de la vie. Des hommes riches et influents comme Isadore Straus, associé du grand magasin Macy's, Benjamin Guggenheim, oui, de la famille Guggenheim, et Walter Miller. Clark, qui était un magnat de l'industrie sucrière, passait son temps à bord du Titanic. Comme beaucoup de gentlemen de l'époque, ils portaient leurs plus beaux habits, fumaient des cigares et débattaient de politique tard dans la nuit. Un billet de première classe coûtait jusqu'à 2 560 $, soit environ 66 000 $ actuels. Et ces privilégiés pouvaient se le permettre. Beaucoup d'hommes de première classe étaient éveillés lorsque le navire a heurté l'iceberg. À 23h40, le 14 avril, y compris Henry Blanc, qui jouait aux cartes avec quelques-uns de ses compagnons de voyage. En homme viril, ils n'ont pas été troublés par la légère secousse et, le navire arrêté, sont retournés dans leur cabine. Couler avec le navire était la chose honorable à faire pour un homme, et près de 68% des hommes de première classe l'ont fait.
Sur les 175 hommes de première classe, seulement 57 ont survécu. Parmi les 118 morts, beaucoup seraient décédés après avoir mené leurs femmes et enfants au canot de sauvetage. En tant que l'un des 168 passagers masculins de deuxième classe à bord du Titanic, vous apparteniez probablement à la classe moyenne. Les passagers de deuxième classe incluaient le cinéaste William Arbeck, engagé par la White Star Line pour filmer le voyage, ainsi que les musiciens du navire, connus pour avoir joué jusqu'à être engloutis par les eaux glacées. Vos chances de survie. Les hommes de deuxième classe sur le Titanic avaient le plus faible taux de survie, seulement 8%. Seuls 14 d'entre eux ont survécu. Les 8 musiciens à bord sont tous morts, et seuls les corps du chef d'orchestre, Wallace Hartley, du contrebassiste John Clark et du violoniste John Hume ont été retrouvés. Parmi les hommes de deuxième classe qui ont péri, plusieurs étaient des membres du clergé, qui sont restés avec les autres passagers jusqu'à la toute fin. Les révérends Robert Bateman et John Harper, ainsi que les pères Thomas Biles, Ernest Courtney, Charles Kirkland, William Latton, Woza Mandeville et Joseph Perichitz, détenaient tous des billets de deuxième classe. Et malgré leurs confessions différentes, ils ont fait front ensemble alors que le Titanic sombrait, apportant du réconfort aux mourants au prix de leur propre vie. Poursuivant les prières, il nous a menés là où l'on mettait les canots à l'eau. Selon le Evening World, le père Thomas Biles murmurait des mots de réconfort et d'encouragement aux femmes et enfants qui l'aidaient à embarquer. Le passager de troisième classe, Farid Hussein Kassim, sur le Titanic, était avec son parent, Nassif Kassim Abi Al-Mouna, qui était déjà devenu un marchand prospère aux États-Unis. Juho Strandin était un agriculteur finlandais. Gunnar Tanglin, suédois, était revenu des États-Unis pour voir sa famille. Et Camillus Wittenrangel était en route de la Belgique vers Détroit, Michigan, dans l'espoir d'une vie meilleure. Passagers de troisième classe, ces hommes sont devenus amis. Ont passé du temps sous le pont et selon Tanglin, survivants, ont bénéficié de meilleures conditions que prévues sur le navire. On disait que beaucoup de passagers de troisième classe, peu habitués à la plomberie intérieure, disposaient de toilettes à chasse d'eau automatique, ce qui n'était pas le cas en première classe. Le personnel craignait qu'il n'ait pas l'habitude de tirer la chasse d'eau. Vos chances de survie relèvent d'un tour de passe-passe avec les chiffres. Seulement 24% des passagers de troisième classe sur le Titanic ont survécu. Et un peu plus de 16% des hommes faisaient partie de ce groupe. Il y avait 462 hommes en troisième classe, et parmi eux, seulement 75 s'en sont sortis. La forte mortalité des passagers de troisième classe a été liée à leur position sur le navire, souvent derrière des portes verrouillées, bien que les témoignages diffèrent sur leur accès aux canaux de sauvetage. Daniel Buckley, passager de troisième classe, a survécu et témoigné que, malgré l'interdiction initiale d'accéder au pont de première classe, les passagers de troisième classe ont eu les mêmes chances d'embarquer sur les canaux. Ruth Boker et Mabel Martin travaillaient dans un restaurant du Titanic. Célibataires, elles avaient travaillé en auberge avant leur carrière en mer. D'autres membres d'équipage féminins, comme l'hôtesse Mabel Bennett et la préposée au bain Maud Slocum, étaient issus de familles nombreuses. Bennett, l'une de 10 enfants, mariée et mère, vivait avec sa sœur avant de travailler sur le Titanic. Vos chances de survie. Sur les 23 membres d'équipage féminin à bord du Titanic, 20 ont survécu. Le taux de survie de 87% était encore une fois le résultat de la règle, les femmes et les enfants d'abord. Violette Jessup, hôtesse survivante, a aidé passagers et équipage à monter dans les canots de sauvetage avant d'y embarquer elle-même. Une fois à bord du canot de sauvetage numéro 16, elle s'est occupée d'un nourrisson jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver la mère de l'enfant. Après avoir survécu au naufrage du Titanic en 1912, Violette Jessup a poursuivi son travail en mer et était à bord du Britannic en 1916 lorsqu'il a coulé dans la mer Égée après avoir touché une mine. Les membres d'équipage masculin du Titanic étaient médecins, charpentiers, stewards, ingénieurs, électriciens ou laveurs de vitres. Le capitaine Edward J. Smith, commandant du Titanic, avait une longue carrière maritime et était au lit lors de la collision avec l'iceberg. Des hommes, comme le chauffeur Georges Beauchamp, travaillaient sous le pont et étaient de service lorsque le navire a commencé à couler. Comme il était tard, Harold Bright dormait, tandis que son collègue radio, John Jack George Phillips, était de service. Bright n'avait terminé sa formation en télégraphie sans fil que l'année précédente, mais Phillips travaillait en mer depuis 1906. Vos chances de survie ? Pas très bonnes.
Seuls 192 des 885 membres d'équipage masculin du Titanic ont survécu. Parmi les officiers du navire, le capitaine Smith, ainsi que ses premiers, deuxième et sixième officiers, Henry Wilde, William Murdoch et James Moody, sont tous morts. Les 2 médecins, 25 ingénieurs, 6 ingénieurs électriciens, 10 électriciens, 2 chaudronniers, un plombier, son assistant, et de nombreux soutiers et trieurs de charbon du navire sont morts. Phillips et Breed ont tous deux quitté le Titanic. Ils sont restés à bord aussi longtemps qu'ils ont pu, transmettant des messages jusqu'à ce que l'eau les force à quitter la salle de télégraphie. Mais Phillips n'a pas survécu à la nuit dans l'eau. Comme vous le voyez, sur le Titanic, le sexe et l'âge comptent plus que la classe sociale pour la survie. Les écarts de survie entre première et troisième classe s'expliquent surtout par le genre. 44% des passagers de première classe étaient des femmes, contre 23% en troisième classe. Le taux de survie des femmes étant supérieur à celui des hommes, on pouvait prévoir un meilleur taux pour les passagers de première classe par rapport à la troisième. Pensez-vous que vous auriez survécu au Titanic ? Dites-le nous en commentaire. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous pour découvrir plus de nos histoires insolites.